Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les 2 semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa physique, coach ou autres qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils étudié, voyagé et commencé leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leur mentor, leur livre préféré et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. C'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Pierre. Salut Julien. Merci à toi d'avoir accepté ma demande. Ouais, merci à toi de m'accueillir ce soir. C'est un plaisir. Est-ce que tu as une définition, on va dire, de la performance ? Alors, c'est vrai que c'est intéressant de revenir là-dessus, même en tant que professionnel de santé. Ouais. Je vois la performance comme, tu vois, cette barrière qui nous paraît peut-être infranchissable et qui va pourtant au-delà de nos limites physiologiques et anatomiques. Je pense que c'est ça qui fait gagner un athlète. C'est en se dépassant et en brisant cette barrière-là, et peut-être en allant jusqu'à exceller, en fait. Je le vois comme ça. Ouais, stylé. Et est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours et d'où tu viens et où tu as fait tes études ? Ouais. Alors, je m'appelle Pierre, je suis un petit gars du nord de la France. Je viens d'Amiens. Ouais. J'étais pas du tout prédestiné à faire de la kinésithérapie par en fait la difficulté des études. J'étais pas du tout quelqu'un de scolaire et j'ai vraiment galéré au lycée, au collège, et c'était vraiment pas des moments très amusants pour moi. Et grâce finalement à la Belgique qui propose ce tirage au sort, je suis parti faire mes études de 2013 à 2017 à Bruxelles. Ça a été des années extraordinaires et je suis ressorti avec mon diplôme de masseur kinésithérapeute en 2017. Ouais, génial. Et qu'est-ce que tu as fait après ? Eh bien, il y en a beaucoup qui choisissent de directement enchaîner. Je pense aussi à tous les étudiants qui ont mis cet argent-là de côté et tout ça, et qui ont fait un peu raquer les parents et tout pendant 4 années, que ce soit en France ou à l'étranger. Et moi, j'avais cette chance de travailler à côté de mes études, donc j'ai mis beaucoup d'argent de côté, parce que j'avais ce rêve fou de prendre ma caméra et de partir voyager et de filmer mes aventures et de raconter tout ça en vidéo. J'étais très inspiré à l'époque par tous ces vlogueurs voyage, et je rêvais que de ça. Et je me rappelle que ma dernière année a été ponctuée de stages très compliqués et j'ai pas pu faire les stages que je voulais. J'ai fait des stages pour valider cette équivalence après qu'il faut quand on rentre en France. Donc j'ai fait de la pédia, donc j'ai fait de la gériage, et je suis passé vraiment par des services où finalement des fois je faisais même pas de la kiné. Et donc j'avais ce besoin en 2017, je me rappelle en septembre, de couper en fait avec la santé et de me dire attends, là je vais me faire un kiff pendant quelques mois et partir à l'étranger et puis revenir par la suite pour bosser. Et je me suis complètement trompé parce que cette façon de voir les choses a duré 1 an et demi, 2 ans. Donc j'ai fait le tour du monde pendant 1 an et demi sur les années 2017-2018 et une partie de 2019. C'est énorme. Et je me suis vraiment seulement installé en tant que kiné en janvier 2019. Donc voilà. D'accord. Et tu es parti où ? Alors, tour du monde, c'est un grand mot. J'ai fait beaucoup de pays. J'ai pas fait tous les continents non plus. J'ai fait une trentaine de pays, je crois 32, je crois, en 1 an et demi. Et donc je suis parti dans ce qui me faisait le plus rêver, c'est-à-dire l'Asie du Sud-Est. J'ai commencé par la Mongolie, la Chine, la Thaïlande, les Philippines, l'Indonésie, Singapour, la Malaisie. J'ai beaucoup voyagé dans ces continents-là, sur ce continent-là. Et ça reste vraiment, je pense, les pays quand on rêve de voyage et quand on veut voyager aussi tout seul, parce que tous ces voyages-là, je les ai fait tout seul. C'est par là qu'il faut commencer, selon moi. Et puis j'ai fait l'Amérique du Sud, j'ai fait l'Europe beaucoup aussi. J'aime énormément la Norvège. J'y suis retourné 3 fois. Et de ces voyages et de filmer tout ça et de mettre tout sur YouTube est né, à travers cette passion des ventes pour la vidéo, est né en fait la jonction des deux. À un moment, j'ai arrêté mon activité de vidéaste et de vlogueur voyage, et je me suis dit bon là
bon, mon gars, faut arrêter de déconner. Déjà, je revenais en France à chaque fois que j'avais plus un rond. Donc, je revenais en France, je passais une semaine ou deux à faire des remplacements. Je mettais de Ouais. l'argent de côté et je pouvais Ouais. repartir. J'avais aucun frais en France. J'avais pas de Ouais. voiture, j'avais pas d'appart, j'avais rien. Et ma vie en Asie ou au Brésil ou où tu veux, ça ne me coûtait pas cher, en fait. Ouais. Donc, là, si je peux dire un truc ce soir, c'est que on pense souvent que voyager, c'est une chance. Mais Ouais. c'est pas du tout une chance, c'est vraiment un choix, quoi. Ouais. Vraiment, j'insiste là-dessus. J'ai pris la décision de partir avec mon petit sac à dos et les mêmes affaires pendant 2 ans et d'aller me faire un kiff comme ça à l'autre bout du monde. J'aurais pu, je sais pas, m'acheter le dernier iPhone, le Ouais. dernier Mac ou quoi. Et vraiment, c'est pas une chance, c'est un choix que j'ai fait à ce moment-là. Ah, c'est ouf. Et là, tu t'es posé maintenant ou tu vas revoyager? Tu en es où? Bah, en fait, en revenant en 2019, j'avais aucune stabilité et je rêvais pas du tout de stabilité, donc ça a été un calvaire pour celles qui ont partagé ma vie, si je peux dire, et puis même de comprendre un peu ce que je faisais. Je me rappelle à un moment, on m'appelait plus, mes copains m'appelaient plus Ouais. parce qu'ils se Ouais. disent mais on sait pas où t'es en fait, Ouais, donc il est on pas va pas là. t'appeler Ouais. pour se voir ou quoi. Et en 2019, non, je suis revenu et je me suis dit bon, maintenant je me pose, je m'installe en libéral aussi et je deviens assistant. Et je me Ouais. suis dit qu'est-ce que tu veux vraiment faire, où tu veux orienter ta pratique. Et c'était naturellement que je me suis orienté vers le sport en étant à l'époque un peu sportif de mon côté. Et je me suis dit bah, je me mets en libéral, j'arrête un peu les voyages et je vais passer ma spécialisation dans le sport. Et finalement, la vidéo et YouTube m'ont un peu rattrapé parce que fort de tout ça et sachant que j'étais kiné, il y a des gens qui ont commencé à me contacter sur Instagram. Greg, Major Mouvement, m'a même sollicité. C'est comme ça que c'est parti Ouais. aussi pour tout ce qui était voyage et prestations pro en kiné. Ouais. Il m'a dit, écoute, moi j'ai un pilote là, il recherche un kiné comme toi qui voyage un petit peu, qui a la fibre un peu du voyage et du sac à dos pour l'accompagner dans le désert au Maroc. Et je lui dis bingo, moi j'y vais. Enfin, je signe avec ce gars. Ouais. Et ce gars, c'est Axel Alétru. J'en parle beaucoup sur mes réseaux. Ouais, Et donc merci encore à Greg de m'avoir filé ce filon-là. Et donc à ce moment-là, je m'étais dit mais ça prend du sens. Cette vie de nomade, un petit peu de voyageur, je montais mes vidéos à l'autre bout du monde. Et ben maintenant, je vais pouvoir aller dans un pays, à l'étranger, vivre de ma passion du voyage et pratiquer mon travail, ce côté et allier ce côté pro en fait. Donc c'était génial à ce niveau-là parce que j'avais réussi à faire les deux. Ouais. C'est ouf. Et alors, en termes de kiné et de formation, qu'est-ce que tu as fait dans le sport? Ben voilà, j'en parlais en 2019. Donc il y a eu la kiné du sport qui est arrivée comme quelque chose de déjà nécessaire. Et puis enfin j'ai pas beaucoup réfléchi. Je me suis dit tiens c'est vraiment ça que je veux faire. Donc l'année 2019 et 2020 jusqu'au Covid, j'ai passé mon kinésport, donc 3 jours 3 jours par mois, étalé sur un an et demi pour avoir cette spécialisation. Et puis au fur et à mesure de cette spécialité, je me suis rendu compte que ça me donnait énormément d'outils. Quand on sort de ces études, on a déjà des outils, on a déjà des bases, mais là je me suis dit j'ai une réelle façon de travailler. J'avais une application directe sur ce qu'on m'enseignait en kinésport avec mes patients en cabinet, mais je trouvais qu'à ce moment-là ça ne suffisait pas. C'est pas en 1 heure avec ma patientèle et alors c'est vachement péjoratif ce que je vais dire, mais avec des civils, voilà, que je pouvais mettre en place tout ce que je voulais. Il me fallait de la place, il me fallait du temps, et il me fallait peut-être pas forcément du matériel, mais plus de dispositions intellectuelles et logistiques à ce niveau-là. Et la kiné du sport, je me suis dit, à la fin de ce diplôme, tu vas vraiment l'utiliser qu'au cabinet, cette spé-là, et je me suis dit, c'est pas possible de raisonner de cette façon-là. Et je crois qu'on était peut-être 2 ou 3 dans notre promo à peut-être vouloir travailler avec des sportifs pros. Ouais. Et je me suis dit, tiens, c'est dommage en fait d'envisager de passer une formation qui coûte quand même 6 à 7 000 euros et de pas l'utiliser, enfin de seulement l'utiliser en libéral. Et donc je me suis dit, bon, je me lance le défi en sortant de ça, de me trouver une équipe et de me forger un CV dans le sport pro. Alors ça aurait pu être, là c'est du football, ça aurait pu être dans le rugby, ça aurait pu être dans le tennis, ça aurait pu être dans n'importe quoi, mais dans là où on avait besoin d'un kiné, et j'avais vraiment envie d'égayer un petit peu cette facette de la kinésithérapie. J'en avais vraiment besoin. Ouais. Ouf. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait d'autre comme diplôme et où c'est que tu as atterri au final? Eh bien, après ce kinésport, on est en mai 2020, donc il y a le Covid, il y a tout ça. Je suis toujours à Amiens dans le cabinet, je viens d'avoir mon kinésport et je passe en fait
je mets beaucoup de CV à droite à gauche en France, notamment dans le foot, et je me dis bon, j'ai personne. On pense que c'est beaucoup de tuyautage et beaucoup de contacts. Moi, en l'occurrence, j'en avais pas. Je débarquais de nulle part et j'avais pas du tout de contact dans ces milieux-là. Donc j'y suis allé un peu comme ça un peu à mettre des CV un peu à droite à gauche au culot, et puis j'ai eu des réponses. Et je me suis dit bon, c'est chouette. Je tire un trait sur Amiens et cette vie que j'avais en province. Et c'est le Paris FC qui m'a ouvert ses portes. J'ai passé plusieurs entretiens à me rendre sur Paris pour avoir ce poste-là, et ça l'a fait. Donc je me suis vite formé plus sur tout ce qui était football, parce que c'est un sport que j'aime, que je pratiquais même moi quand j'étais plus jeune. Mais je pense qu'il y avait des choses au niveau, surtout de la préparation athlétique, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, où je n'étais pas du tout à jour. Donc j'ai voulu passer ce diplôme en ligne, le FIFA Medical Network, qui est en fait une formation en e-learning qui est accessible par tous les professionnels de santé, les médecins, les préparateurs physiques, et qui en fait est très long, je le dis. Je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder un petit peu. Non. Mais il est vraiment énorme ce e-learning là, et donc du coup dedans on nous apprend des choses comme, j'ai plein d'exemples, mais quelle attitude avoir sur le bord du terrain, qu'est-ce qu'on doit mettre dans sa mallette de kinésport sur le bord du terrain, comment on doit être avec les joueurs pendant un déplacement, et ça reprend bien sûr toute la clinique en traumatologie du sport et toute la symptopathologie du sportif de haut niveau et du footballeur. Donc c'était super ce e-learning là, et donc du coup elle délivre une formation complémentaire et un diplôme de medical de FIFA Medical Network. Donc c'est un vrai diplôme en fait qu'on peut passer en ligne. Et pour y être retourné il y a quelques jours dessus, ça a beaucoup changé, et je pense que c'est même encore plus embêtant de le passer maintenant. Mais moi je commencerais par là, si j'arrivais dans le foot, en tant que kiné et jeune peut-être sortant ou même encore étudiant, vous pouvez le passer. Je ferai ce e-learning là. C'était super intéressant. C'est top. Et justement, alors au PFC, au Paris Football Club, c'est quoi ton rôle depuis septembre 2020? Alors, il n'y avait pas de kiné. En arrivant au centre de formation du Paris Football Club. Donc j'étais très étonné, arrivé en Ligue 2, de constater qu'en fait il y avait qu'un ostéopathe qui en fait avait le rôle de kinésithérapeute pour les 3 équipes, N3, U19 et U17. Et donc déjà je me suis demandé, on était 4 ou 5 sur le coup, je me suis demandé, tiens d'ailleurs pourquoi moi? Est-ce que c'est mes disponibilités qui ont fait que? Est-ce que c'est ma réactivité et tout ça? Et ça j'ai jamais trop su, et je suis arrivé dans un environnement où il y avait beaucoup de choses à mettre en place, où seul mon collègue qui est génial, avec qui je m'entends très très bien, ne pouvait pas mettre tout en œuvre pour le bon fonctionnement du club. Et donc en fait je suis arrivé dans un moment du club où cette facette de devenir un peu plus pro et cette professionnalisation du club, elle était naissante. Et ça, c'était génial d'arriver à ce moment-là, parce que les tests de pré-saison, on les a fait avec mon collègue. On a mis en place des protocoles de récupération, on a mis en place les bains froids, on a mis en place un tas de choses. Et je suis pas à plaindre là-dessus. Beaucoup de kinés dans le foot professionnel n'ont pas forcément l'accès à toute la partie active, que ce soit en salle ou que ce soit terrain. Et je prends un joueur au Paris FC de J0 jusqu'au RTP, jusqu'au return to play, jusqu'à ce que ce soit mon collègue préparateur physique qui prenne le relais. Et ça, dans des clubs en France, en Ligue 1 et en Ligue 2, c'est pas souvent. On parle de réathlétiseurs, on parle de kiné actif, on parle de kiné en salle. Et étant tout seul, j'avais la possibilité de faire tout au Paris FC. Et ça, c'était très agréable. Après, je me suis vite rendu compte que c'était un monde très particulier, le football, et je pense que beaucoup de gens l'ont entendu. Tu me disais que toi aussi. Et finalement, oui, ça s'est révélé être vrai. C'est un monde très particulier, et j'en ai fait les frais, et ça a été très désagréable aussi parfois, ce rapport de force perpétuel entre les différents acteurs d'un centre de formation. Et je pense que je publie beaucoup sur ce que je fais sur les réseaux sociaux, sur YouTube. J'ai une vidéo notamment qui parle vraiment de tout l'aspect interne et viscéral du club, en tout cas pour la partie santé. Et tout ça est très véridique, mais je fais jamais part de ce qui est moins bien dans les clubs de football. Et c'est vrai, ce qu'on y raconte, c'est très dur de donner son avis, de mettre des choses en place. Il y a aussi beaucoup d'histoires de financiers aussi qui rentrent en considération, surtout avec les pros, tous les joueurs qui sont pros. Donc il y a beaucoup d'histoires par rapport à tout ça. Et finalement,
pour des choses qui suivent pas forcément. Je pense au salaire, je pense au ratio de la disponibilité que tu donnes et ton investissement par rapport à ce que tu reçois. Donc par contre, c'est une super école. C'est vraiment une expérience de malade d'être dans un club professionnel. Ça en fait rêver plus d'un, mais je pense que tout ça est à prendre avec beaucoup de recul. Et je pense que quand on aime le football, c'est déjà un plus. Moi, j'aimais beaucoup trop et j'aime beaucoup trop mon métier de kinésithérapeute du sport et de rééducateur avant le football. Et j'ai eu des stagiaires qui, eux, ados, étaient complètement fanas du football avant leur métier de kiné. Et ça, je pense que c'est deux choses aussi à prendre en considération. Et je pense que fort de ça, prochainement et même sur l'année 2022, je m'orienterai vers d'autres sports ou vers d'autres endroits où travailler, parce que je trouve que je m'y retrouve de moins en moins dans le football pro. Avec mon collègue, c'est très agréable de travailler parce que lui est ostéopathe de base et de formation, mais il vient faire de la réathlétisation et de la préparation physique au Paris FC. Donc il a un DU en préparation physique et c'était génial dès le début de fonctionner avec lui, parce qu'il m'a donné des pistes sur toute la préparation physique que nous en école on ne nous apprend pas, et quand en formation kinésport on nous met en place, enfin on nous explique comment ça se fait, comment ça se passe, mais qu'on ne peut pas du tout appliquer nous dans nos cabinets ou en dehors. Et j'ai appris là-bas au Paris FC à faire une remise en charge progressive de course à pied. J'ai appris à faire de la remise en charge et de l'haltérophilie sur du renforcement musculaire. J'ai compris ce que c'était du vrai renforcement musculaire. Et tout ça, si j'étais pas allé dans un club professionnel, je ne l'aurais jamais vécu. Pas su. Et ça, je suis vraiment, vraiment très heureux de cette expérience-là. C'est génial et c'est bien qu'on comprenne à quel point c'est au final contrasté, et ça arrive pour plein de kinés ou de jeunes physios dans des clubs pro, c'est-à-dire que tu as l'aspect on va dire professionnel, l'aspect du matériel de pointe, des collègues qui sont déjà très très bons et qui t'apprennent plein de choses, des athlètes aussi de très haut niveau, et t'as tout l'aspect là, il faut faire un nombre d'heures important, t'as les week-ends où il faut un déplacement, t'as le week-end à domicile, enfin il faut mouiller le maillot quoi, au final. Il faut vivre au foot. Il faut vivre au foot, Et c'est un choix de vie. C'est tout à fait ce que tu dis. C'est ça. C'est un choix de vie. Et est-ce que on est prêt à mettre de côté son dimanche pour passer la journée, je sais pas où, au fin fond de la France, sur un terrain synthétique avec de l'herbe mouillée et revenir à 20h et tout ça. Et je pense que voilà, sous la pluie. Moi, c'est pas ma volonté. J'aime beaucoup mon métier, j'aime beaucoup le sport, mais je pense qu'il faut être heureux. Je pense que chacun doit aussi tendre vers son bonheur. Et là, et je sais que à ce niveau-là, je m'y retrouve un petit peu moins, en tout cas. Ouais, d'accord. Bah c'est, on va dire, tu fais preuve de lucidité et de maturité pour te dire, voilà, j'ai touché du doigt là où je voulais aller. Et j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre, et maintenant je vais vers autre chose parce que ça correspond plus actuellement à ce que tu as envie de faire quoi, au final. Ouais. Je pense que quand on a des compétences et quand on a des connaissances, des fois c'est assez déroutant de pas pouvoir les mettre en pratique. On a l'impression qu'on passe du temps à apprendre des choses et parfois elles sont difficilement réalisables. Il y a eu des moments où on n'était pas d'accord avec certains préparateurs physiques, où ils voulaient caser dans la même journée ou dans la même matinée une séance de cardio avec une séance de renforcement musculaire, alors qu'on sait qu'au niveau enzymatique c'est complètement aberrant de faire ce genre de procédé-là. C'est dur en fait de faire passer ces idées aussi avec toute une équipe, et je pense que cette expérience-là m'a appris aussi que parfois je fonctionnais peut-être mieux tout seul, parce que j'ai parfois du mal à travailler en équipe aussi, quoi. Je interférer avec les connaissances de chacun et les façons de voir, c'est un peu particulier, c'est bien d'avoir c'est top d'avoir eu cette expérience maintenant et de savoir voilà ce que tu es capable de faire, ce que tu peux encaisser, ce que tu peux pas forcément encaisser, c'est top. Et pour revenir un peu justement sur ce que tu fais, tu nous as parlé un peu de testing de pré-saison. Qu'est-ce que vous avez regardé chez ces jeunes-là, et combien de jeunes en gros vous gérez? On a 65 joueurs au Paris FC, on a 3 équipes, la réserve, la Nationale 3 qui est la réserve de la Ligue 2, qui est d'ailleurs très très bien placée en ce moment. Je crois qu'on est à 2 points des premiers, donc on vise la Ligue 1 pour la fin de saison. Les U19 et les U17. Je suis plus avec les U17 et les U19, je connais plus ces gars-là, et mon collègue est plus avec la Nationale 3. On s'est posé comme question, qu'est-ce qu'on veut tester, qu'est-ce qu'on veut reproduire.
le terme de reproductibilité était essentiel Ouais, pour ce ouais. genre de cas, en fait, où tu as beaucoup de joueurs et où ça peut être le moins biaisé par l'opérateur. Donc, tout va forcément être opérateur dépendant. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on a comme matos? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Qu'est-ce qu'on ne peut pas utiliser? Au centre de formation, on n'a pas de dynamomètre. On n'a Ouais. pas de Nordboard pour les ischio-jambiers. On n'a pas Ouais. d'isocinétisme. Tout ça coûte trop cher et Putain, tout ça est à l'échelle de 65 joueurs, c'est compliqué. Donc on s'est posé une vraie problématique en début de saison. Qu'est-ce que tu veux mettre en place qu'on pourra retester à mi-saison pour quantifier, qualifier ce qu'ils nous donnent et être capable de mettre en place des programmes de prévention pour diminuer le risque de blessure. C'est hyper intéressant de fonctionner comme ça parce que ça a un impact direct sur mes journées en fait au Paris FC. Ouais. Donc on a mis en place 8 tests FMS et 10 tests FMS pour les gardiens. Alors c'est functional, motions, Screening. je sais plus. Tu vas peut-être m'aider sur F. Ouais, screening. Mais je me rappelais plus des 3 lettres. C'est ça, screening, ok. Et donc on a choisi 8 tests FMS. On a choisi de faire une goniométrie complète des membres inférieurs et du pied pour repartir aussi sur les valeurs normées pour chaque joueur qui se blessait. Par exemple, après une entorse de cheville, retrouver la totalité de sa flexion dorsale. Ouais, en actif ou en passif? Et les deux. On a fait les deux. Et super. qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Tac, tac. Et puis on a fait tout ce qui était test de contrôle moteur et dynamique, donc du triple up test, du single leg squat, test d'asymétrie. On a fait les tests de saut, pliométrie, SEBT. donc des tests. Ouais, c'est ça. Et puis, tac, tac, je réfléchis. Non, c'est tout. Voilà, les tests de saut. Voilà. Donc tout ça nous permettait de repartir sur des valeurs normées individuelles, singulières, pour lorsque les joueurs se blessaient, on s'est dit qu'on repartait sur au minimum pour garantir un RTP convenable, 90% de ce qu'ils nous ont donné en début de saison. C'était c'était ce qui est repris dans la littérature scientifique et c'est ce qu'on voulait retrouver chez nos joueurs avec mon collègue. Ouais. Maintenant, on a avancé. Maintenant, chez les pros, il y a un Nordboard pour les ischio-jambiers. On a un peu plus l'accès à l'isocinétisme sur Paris. Et puis, on a eu des partenaires aussi. Les vidéos que j'ai fait sur YouTube, mon implication sur les réseaux sociaux, c'est pas pour flatter mon ego. C'est aussi du travail. Et désolé pour le bruit. C'est aussi du travail, tout ça. Et ça nous a permis en fait de valoriser certaines choses parce qu'on n'avait pas tout. Les pros eux ont tout, nous on avait moins de choses, on passe derrière, c'est normal, c'est le budget d'un club. Et donc du coup on s'est entouré de marques. On s'est entouré de Cobus pour les. Je peux parler de marques? Ouais, bien sûr. Ouais. Vas-y. On s'est entouré de. En alimentant mes réseaux sociaux, bien sûr qu'il y a une audience, elle est pas incroyable mon audience, mais en tout cas je touche pratiquement que des collègues et des professionnels de santé ou des sportifs. Et donc on s'est dit bingo, il y a peut-être un coup à jouer aussi. Et donc pour valoriser notre prise en charge avec nos joueurs, on s'est entouré de Cobus pour pouvoir faire des bilans. Et on a créé nos bilans spécifiques au Paris FC avec Cobus. C'était génial de fonctionner de cette façon-là. Les ingénieurs nous ont beaucoup aidés. On a pu rentrer les valeurs normées en fait pour chaque joueur. On fait des bilans maintenant physiologiques de comment ça s'appelle, tu sais, pour prendre le poids, l'IMC et tout ça, comment on peut dire de ces valeurs-là, toute la biométrie des joueurs, enfin je sais pas trop comment on peut dire, mais donc tout ça on a réussi à le rentrer. Et on a maintenant tout est numérisé. Quand je suis arrivé, il y avait les radios, elles étaient dans la salle à droite à gauche. Les feuilles de l'INSEP de radio, elles étaient à droite à gauche dans la salle. Donc on a dû tout, j'ai dû tout mettre en fait en place là-bas. Et donc ça c'était super. Et puis après on a travaillé avec d'autres partenaires, avec Eona maintenant qui est notre partenaire principal pour tout ce qui va être huile de massage et de récupération. On s'entoure de beaucoup de choses à ce niveau-là et ça c'est très appréciable. Ouais. C'est top. Et donc t'as on va dire tout l'aspect foot depuis 2020 et je sais pas si c'était avant, mais en tout cas tu continues de le faire de ce que j'ai regardé. Tu t'occupes aussi de la moto, t'as fait le Dakar plusieurs fois. Qu'est-ce que tu fais? Comment t'es arrivé, on va dire, dans le sport auto et moto? Encore une fois, grâce aux réseaux sociaux. Il y a pas à dire. Il y en a j'ai beaucoup autour de moi qui me disent mais qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Je parle pas de vulgarisation de santé. Je parle pas de voici 5 exercices pour travailler vos trapèzes. Je le fais pas. Ça, c'est parce que je trouve que c'est pas légitime. Je trouve qu'il y en a qui le font bien mieux que moi. Et moi, je voulais parler de voyage et d'aventure. Et j'ai voulu parler de mes aventures de kiné qui va au bout du monde.
Et donc à ce moment-là, j'ai créé cette série qui s'appelle Kiné du Monde. Je crois d'ailleurs que je me suis fait un peu taper sur les doigts. C'est une vraie entreprise, je crois, Kiné du Monde. Ça existe vraiment en France. C'est du bénévolat. C'est du bénévolat de kiné, je crois, avec voilà, bref, à l'étranger. Mais en créant Kiné du Monde, je me suis laissé la possibilité encore d'être appelé sur des événements sportifs, et ça a commencé grâce à Instagram et certains réseaux sociaux. Et on m'a appelé sur des events. Ça a commencé au Maroc, ça a été j'ai continué ça en Islande, j'ai été appelé sur la Diagonale des Fous à La Réunion. Et en fait, de fur et à mesure de partager ça en vidéo, d'autres sportifs tombaient sur moi. Ouais, je regarde tes vidéos, est-ce que tu pourrais t'occuper de moi en tant que kiné? Et tiens, si je vois que tu touches en vidéo, je vois que tu fais des réseaux sociaux, est-ce qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là? Est-ce que tu peux me couvrir aussi au niveau de la communication? Donc, je suis souvent parti avec la double casquette. Je suis parti en étant kiné du sport et en travaillant le côté digital de l'athlète ou de son team. Et je faisais les deux. Parce que la journée, attendre le gars qui fait sa course dans le désert ou quoi, tu fais rien. Tu t'embêtes pas mal. Donc ça a commencé, je parlais de lui au début de ce podcast avec Axel Alétru, et maintenant on est vraiment un duo qui fonctionne très bien, même si là cette année c'était très difficile pour nous sur le Dakar 2022. Mais on a fait le Maroc ensemble, on a fait un premier Dakar en 2020. On a fait un deuxième Dakar en 2022. On est arrivé premier, enfin, il est arrivé premier en 2020 de sa catégorie. Donc, je rappelle que Axel est paraplégique complet au niveau de TH11, TH10, et qu'il n'a plus du tout l'usage de ses jambes. Il lui reste du psoas, c'est un peu du droit fémoral encore. Il a plus du tout de fessier, il a plus du tout de triceps sural, rien. Donc, il est sur un attel de roller. Il fait tout à la main. Le gars te conduit quand même un buggy. Voilà. Non, même pas. Il fait tout à la force du psoas et de son droit fémoral où il lui reste encore un petit peu. Donc il a quand même l'impulsion au niveau de sa pédale. Donc par contre son pied ne tient pas. Donc en fait il est maintenu sur la pédale grâce à une attelle et une babouche en acier qui lui recouvre le pied. Et donc faut imaginer que le gars il ressent rien en dessous de la ceinture et il te fait 8 heures dans le désert. Donc moi à l'époque le projet m'avait tellement séduit, puis je suis tombé aussi sur ce gars qui est d'une humanité incroyable, qui parle de résilience dans ses livres et dans ses conférences. Maintenant il est devenu conférencier, et donc je me suis dit mais là grâce à Axel m'a ouvert les portes de ce que je suis maintenant, de kiné du monde, de kinéaste, de mon intégrité sur les réseaux sociaux, et ça a continué comme ça. Cette année, on s'est pété la gueule en 2022 après 2 casses moteurs. Cette année, c'était compliqué. Il y a eu un attentat aussi en Arabie Saoudite. Il y a eu le Covid. C'était la première fois que je retournais sur le Dakar avec le Covid. C'était pas super, je t'avoue, cette année. Mais il y a eu d'autres opportunités, comme tu parlais de la moto, et maintenant je suis présent sur le WC, donc c'est les compétitions d'endurance en moto. Donc c'est pas de la moto GP, c'est de la moto endurance, et je suis avec le même team maintenant depuis 1 an et demi, Team 91 Endurance, et on part chaque année sur les 24 heures du Mans, les 24 heures de Spa, le Bol d'Or près de chez toi là, à Paul Ricard, et puis j'en ai oublié un, et non, c'est tout. Non, voilà. Donc ça, je pars aussi avec ce team-là, et on pourrait croire que l'automoto n'a pas besoin de rééducation et de kiné et tout ça, mais alors j'ai jamais vu un sport où il fallait autant travailler le membre supérieur et les cervicales. C'est incroyable. Je fais même de la préparation et mentale, de la récupération, de la concentration et tout ça aussi avant. On fait comme pour ceux qui ont vu la série Formula One, on fait le jeu des balles de tennis et sur les paumes de main, et puis ils doivent rattraper la balle de tennis au dernier moment et tout ça. On fait vraiment ce genre de choses. Et puis bon, voilà, si tout ça peut m'emmener d'ailleurs sur la Formule 1 un jour, ce serait magnifique, quoi. Et donc grâce à eux, j'ai pu alimenter encore mes réseaux sociaux et filmer en fait ce que je faisais. Donc je filme pas les techniques, je filme pas mes mains en train de bosser, je filme l'opportunité et l'aventure que m'apportent ces événements sportifs. Donc je raconte une histoire, et je veux continuer à raconter l'histoire de ce mec-là qui est kiné et qui continue de voyager grâce à son boulot. C'est l'idée que j'ai envie de donner encore. C'est génial. Et pour faire on va dire un zoom sur Axel, donc tu nous as expliqué qu'il était para. Qu'est-ce que tu fais? À quel moment tu le fais? Est-ce que c'est avant la course? Est-ce que c'est après la course? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est de la mob? Est-ce que c'est un peu de renfo? Est-ce que c'est tu t'occupes de warm-up ou de quelque chose comme ça? Comment tu bosses avec lui? Alors j'ai aucun mérite à dire que je fais plus de choses que celui qui serait en centre de revalidation après
après un AVC ou après Ouais. une atteinte médulaire ou périphérique et tout ça, parce que je fais exactement la même chose. Et je pense être bien moins qualifié. Donc Axel, c'est vraiment particulier parce qu'il a une atteinte neuro et moi je suis kiné du sport. Ouais. Donc on se rejoint sur certains trucs, mais je pense qu'il me manque encore des choses pour prendre Axel dans sa totalité. Et sur son handicap, je fais que de la mob passive. D'accord. Et un peu de thérapie manuelle aussi, là où je peux travailler sur le sacrum, sur ses thoraciques et sur ses cervicales, bien sûr. Tout ça, on travaille en thérapie manuelle. Mais c'est avant tout une bonne heure, 3/4 d'heure, 1 heure de récupération passive à mobiliser, à retravailler en fait toutes ces articulations qui ont été en souffrance dans la même position dans le buggy pendant 8 heures. C'est plus ça que je travaille avec lui et je le fais le soir. Il va manger, il a fini de manger, on se voit, il prend sa douche et on passe 2 heures ensemble sous une tente à côté du buggy et des mécanos qui font un bruit pas possible. Donc c'est des conditions un peu dingues. Mais d'ailleurs, j'en profite pour dire que tous ceux qui rêvent de faire du sport auto et d'aller au Dakar, il y a deux possibilités. C'est où vous allez avec une team en particulier et puis vous êtes kiné référent ou soignant référent d'un pilote en particulier, où vous avez la chance d'être pris par l'équipe du Dakar, l'équipe médicale, et là vous êtes sous une énorme tente en semi-dur avec des urgentistes, avec des radiologues, et là l'expérience est incroyable. Je salue d'ailleurs mes copains qui ont sûrement écouté ce podcast-là et qui eux m'ont ouvert les portes au dernier Dakar pour aller voir un peu ce qu'ils font. Et c'est militaire, c'est le poste de radio qui est normalement sur un camp militaire, qui est sur le front. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir le Dakar. Et ces mecs-là, de 8h à 23h, minuit, ils font de la rééducation, quoi. Et pour moi, c'est eux les vrais héros, c'est eux les vrais kinés du Dakar. Si on veut être kiné du Dakar, je pense que c'est là-bas qu'il faut aller, vraiment. Putain, c'est ouf. Et justement, par rapport à ce que tu fais sur la moto, est-ce que tu fais exactement les mêmes soins? Tu vois, est-ce que c'est post course, mais tu vois, sur de l'endurance, vu que c'est 24 heures, est-ce que tous les combien tu as les pilotes sous tes mains et qu'est-ce que tu leur fais? Ouais, la moto c'est très différent. Ouais. C'est très différent parce que c'est sur tout un week-end. Donc toute la semaine ils ont eu les essais. Le vendredi soir la moto est au stand et le samedi midi jusqu'au dimanche midi la course démarre. Putain. Ce qu'on fait quand c'est que j'arrive le vendredi soir, je vois chaque pilote un par un et on fait une séance de thérapie manuelle. L'objectif, c'est pas d'aller les truster dans tous les sens et c'est pas forcément ça que je recherche parce que sinon le lendemain ils ont une belle réaction orthosympathique et c'est pas super. Voilà. Mais je vais travailler sur les restrictions de mobilité qu'ils ont pu avoir pendant les essais toute la semaine et on va je déteste ça, c'est pas ça le mot, mais on va rééquilibrer ce qui est à rééquilibrer. Et on va travailler sur des tensions, on va faire du myofacial, on va faire de la myocoaction, on va faire ce genre de choses le vendredi au soir. Et quand la course démarre le samedi midi, là c'est la guerre. Pendant 24 heures on dort pas, c'est la guerre, je suis tout seul, il y a les 3 pilotes. Et c'est l'un après l'autre. Il y en a un qui fait 1 heure de course, il arrive, il va à la douche, et l'heure d'après, c'est pour moi. Et chaque heure, il y en a un qui se ramène, et je passe entre 20 et 40 minutes avec chaque pilote. On refait le catep qu'il y a à faire, on refait le strap qu'il y a à faire, on check les avant-bras, les cervicales, le membre supérieur, le bas du dos. Voilà ce qui prend vraiment cher en priorité. C'est des pilotes qui vont jusqu'à 350 km/h. Donc léger, je t'en parle pas, c'est incroyable. On pense que c'est pas un sport. Hier, ma copine me disait mais le sport mécanique, c'est pas un sport. Je lui disais mais Alonso qui fait un écart en Formule 1, il se prend 7 G d'un coup, quoi, comme ça. Donc, faut savoir les encaisser. Et nous, on est là pour ça. Donc, c'est du massage, c'est de la thérapie manuelle quand je peux le faire sur la journée, c'est de la mobilité et je ramène vraiment tout mon matos. Hein. J'utilise tout. Là, c'est facile. Au Dakar, j'utilise pas tout, j'utilise mes mains. Sur le WC, j'utilise de mon crochet jusqu'à mon huile de massage, mon Theragun, mais tout y passe. Et c'est vraiment la guerre pendant 24 heures. Ouais. C'est dingue. Et alors j'en profite pour j'allais dire teaser, mais c'est pas le bon mot, mais j'avais interviewé Romain Guillot qui est le préparateur physique de Joan Zarco, c'est l'épisode 15 pour ceux que ça intéresse. Et une des choses qui m'a marqué sur cette interview là, c'est qu'il disait qu'en gros il faut résister à la moto parce que la moto est tellement puissante par rapport à un humain qu'en gros il faut être capable de la tenir, de la maintenir et de rester, on va dire, sur la moto. Et quand on s'imagine ça, on s'imagine la violence des accélérations et la violence, et
sur l'endurance, ça doit être ouf aussi voilà, 1 heure à bloc. Et donc, ça fait 1 heure à bloc, 2 heures de récup pour chacun des pilotes au final. Ouais. On connaît d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, c'est hyper intéressant. On connaît le syndrome d'éloge pour un segment Ouais, jambier. ouais, Il y ouais, a un, ouais. il y a un syndrome Chez les d'éloge motards. Ouais, spécifique au sport chez les motards pour ouais, l'avant-bras, quoi. ouais, c'est Donc clair. c'est dire que c'est traumatisant, ouais. Ah, c'est ouf. Et entre les teams, aussi bien sur le Dakar que sur le sport moto et sur l'endurance, comment c'est au niveau, tu vois, tu nous as parlé qu'il y avait on va dire un gros pôle médical sur le Dakar. Est-ce qu'il y a de l'entraide? Est-ce que, je sais pas si toi tu as Ouais. besoin de quelque chose, tu peux aller voir la team en face et on va dire avec laquelle vous êtes en train de ferrailler, leur dire putain j'ai besoin de ça ou j'ai besoin d'un avis sur ça. Est-ce que tu peux m'aider ou chacun reste focus sur ses pilotes et sur son team? Non. Il y a une phrase d'ailleurs qui résonne chaque année sur les bivouacs, c'est Dakar it's Dakar. Le Dakar, c'est Mm. vraiment le Dakar. Et c'est une grande famille. Et t'as besoin de n'importe quoi. T'as besoin d'une courroie ou t'as besoin d'un Ouais, kiné parce qu'il a peut-être ça et dans sa ouais, mallette. T'y vas. C'est d'accord. vraiment très différent et c'est ça qui me plaît. C'est ce côté humaniste dans ce sport-là qui est basé sur la compétition, mais qui Mm. est ah, là-bas il y a les camions. J'ai jamais vu, s'il y a des camionneurs qui nous écoutent, j'ai jamais vu une population de mecs qui s'entraidaient autant. Mais c'est incroyable. Quand t'es camionneur, t'es dans la merde n'importe où, il y Ouais, a un autre ouais, camion qui s'arrête. Et ouais. ben là, le Dakar, c'est ça, mais sur chaque concurrent. Donc non, là-dessus, c'est vraiment très différent, je pense, des autres sports. On communique, on se rencontre, on échange, on est heureux. Tu vois qu'il y a vraiment Mm. cette good vibes qui envahit vraiment le bivouac et ça, c'est agréable. Ouais. Mm. Top. Et avec Axel, alors est-ce que vous avez des projets futurs? Est-ce que vous allez refaire le Dakar? Qu'est-ce que vous allez faire? Axel, il est en train de préparer quelque chose de dingue et Ouais. d'ailleurs je peux pas trop en parler et tout ça. Ah Il a teasé un putain, petit peu merde. là-dessus les dernières semaines et tout, Ouais, mais il y a un film qui va sortir sur Axel et sur sa vie. d'accord. Je crois que j'aurai ma petite pointe dedans aussi, Ouais, ouais, petite stylé. fierté. Ouais, Mais et donc je sais que là-dessus, il va continuer sur l'automoto, il ouais. va continuer à avoir des défis et à 100 mètres. Et donc oui, il y aura un Dakar 2023, il y en aura un 2024 Mm. et le gars, je sais qu'il veut aller jusqu'à la voiture. Donc c'est le triple du budget que le buggy. Il Ouais, a gagné une fois en buggy, il s'est loupé une fois en prototype. Il va ouais. vouloir gagner en prototype, il va vouloir gagner avec les voitures, c'est sûr et certain quoi. Putain. Et je pense que Axel tend à se professionnaliser. Et là, on est en team amateur. Ouais, Et je pense que moi j'ai envie d'être de cette aventure-là, quoi. ouais, stylé. Et je pense je pense qu'il a encore de belles choses à faire, ouais. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre, tu cité buggy, prototype et voiture? C'est quoi la différence entre ces 3? Ouais. Il y a plusieurs catégories au Dakar. Il y a les camions, les motos, les quads, on connaît, les voitures. Ouais, Et puis ouais, ensuite, il y a tout ce qui est prototype léger. Et on appelle ça des SSV. C'est des véhicules qui sont à mi-chemin entre le quad et le buggy. ouais. On peut parler d'un gros buggy. Et ce sont des véhicules à 4 roues, sans, des fois avec seulement la portière et pas forcément de vitres. Ouais, putain. Ça coûte beaucoup moins cher en termes de pièces et de Ouais. budget pour aller sur le Dakar. Faut se dire que Axel, par exemple, quand il va sur le Dakar, c'est 350 000 euros. Ouh. Donc il y a des sponsors. Ouais. Mais si c'était en voiture, eh ben c'est plus d'1 million. Une voiture sur un Dakar, c'est plus d'1 million d'euros. Ah ouais, Quand on voit Stéphane Peterhansel avec son ouais, équipe ouais. ou, euh, ou comment il s'appelle Sébastien Loeb? le français en Ouais, Sébastien Loeb, ouais. c'est des millions en jeu. Enfin, Donc c'est pas les mêmes budgets et en fait le SSV, le prototype léger, permet à des gens aussi amateurs, passionnés, de concourir sur un Dakar. Et donc tu vois tout, tu vois les SSV avec le gros logo Leclerc, tu sais, mmh. d'à côté de chez eux et tout ça, parce qu'en fait c'est ça le Dakar, Ouais, on n'est pas aux Jeux Olympiques, on ouais, est dans un monde où les professionnels côtoient les amateurs. Au ouais, Dakar, c'est pas rare de manger à côté de Peter Hansel, ouais, Mike Horn, Dutry, tout le monde est là, Roma, voilà. Tu ouais. t'échanges avec lui, passe-moi le sel, quoi. Enfin, c'est cette ambiance-là, quoi. C'est ça qui est génial et que je ne retrouve dans aucun autre sport. C'est ouf, c'est ouf. Et est-ce que tu as fait d'autres rallye raids? Est-ce que tu veux en faire d'autres? Et est-ce que cette ambiance-là que tu décris, elle est spécifique au Dakar ou c'est vraiment tous les rallye raids qui sont comme ça? Le rallye raid est comme ça, que ce soit en moto ou en voiture, le rallye raid c'est cet esprit-là. Et moi j'adore retrouver cette authenticité chez les gens, chez les mécanos, chez les porteurs d'eau, chez le team manager, chez tout ça. C'est des gars.
c'est le genre de même patient que tu as au cabinet qui va te raconter sa vie qui est passionnante. Ouais, Et t'as pas du tout la même vie que lui et Ouais. vous échangez sur plein de choses et toi tu sens que t'as soif de connaissances et tout ça. Moi, ça fait maintenant 3 ans que j'y vais, je commence à comprendre comment fonctionne un moteur et c'est grâce à ces gens-là. Ouais. Et ça me fait du bien, ça me transperce. Donc ouais, non, je trouve qu'on retrouve que ça là-bas. Et j'ai oublié le début de la question. Je disais, est-ce que c'était spécifique au Dakar? Est-ce que tous les rallye raids étaient comme ça au final? Et Ouais, oui, voilà. Et c'est vraiment, ouais, t'en as fait d'autres de rallye raid et est-ce que tu vas continuer là-dedans? ouais. Je, je vais reprendre la question. Et à part ceux qu'on a cités, donc en moto ou sur le Dakar, j'en ai pas fait d'autres. La logique voudrait qu'après ce soit de plus grosses compétitions, d'aller sur des événements mondiaux, d'aller encore plus loin. Et je te parlais de Formule 1 tout à l'heure, ce serait un rêve, quoi. Ce serait Wow. super d'un jour de toucher à de la Formule 2, le Formule 1, ce serait magnifique, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, ça doit être, ça doit être ouf, ça aussi. Et Pierre, alors juste, est-ce que tu peux nous faire un parallèle entre guillemets entre le foot et ce que tu fais dans le foot comme soin et au final le sport automoto? Tu vois, parce que le foot, tu les suis, on va dire, toute la saison. Est-ce que tu as des pathologies, on va dire, micro-trauma et macro-trauma? Et quand tu es sur du one-shot, sur des compétitions en sport auto, qu'est-ce que, tu vois, est-ce qu'il y a des points communs ou c'est vraiment trop différent pour comparer? La prise en charge, elle est vraiment pas la même. On est vraiment sur 2 aspects différents. Il faut être capable de s'adapter et de jongler. Je pense que c'est des qualités qu'il faut pour en tout cas prétendre à faire ça. Et c'est ça qui est génial. C'est que tu vas sur de l'automoto et tout, il y a un besoin et tu dois vite apporter une réponse. Oui. Alors que dans le football, on a un joueur qui est blessé, on prend le temps. Le but, et surtout en centre de formation, c'est que le gars il se blesse plus, qu'il n'y ait plus de récidive pour que lui il ait toutes les chances de son côté pour prétendre à être professionnel un jour. Donc l'approche n'est pas la même. Je fais de la rééducation au centre de formation du Paris FC et de la réathlétisation. Je fais à mi-chemin entre l'urgentiste, du soin de bobo et de la kiné sport avec mes motards et avec mes pilotes. C'est top. Et est-ce que tu peux nous expliquer une journée, plutôt peut-être même une semaine type au Paris FC? Comment tu fais? À quel moment, à quelle heure tu attaques? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est séparer les soins le matin et on va dire les soins sur table le matin, peut-être la réduc l'après-midi, ou comment tu fais? Je travaille, alors je n'ai pas un full time sur le Paris FC. Je travaille 25 heures semaine, donc c'est un tiers-temps. C'est même un 3/4 temps. Et à côté de ça, je suis toujours en libéral. Donc je fais des domiciles, je fais du cabinet et tout ça. Et j'y tiens parce que c'est une réalité aussi à garder. J'arrive le matin à 8h30, je fais mes programmes. J'ai un énorme tableau qui est un peu mon vaisseau mère et je vais regarder qui j'ai en soins, qui j'ai en récupération. Les deux sont à scinder. Les soins, c'est pour les gros blessés, l'entorse de cheville, ligament croisé, ménisque. Et les petits soins, c'est récupération, ischio-jambier, surcharge et tout ça. Donc je diffère un petit peu. Je suis souvent aidé et accompagné d'un stagiaire. On a un espèce de procédé où en fait on échange. Moi j'échange mes connaissances avec lui et puis lui il me file un coup de main. Il est pas là pour faire mon travail. On a des ateliers chaque semaine où on parle d'une pièce anatomique en particulier, puis on fait le quick scan, le bilan, tout ça, on échange bien. Donc un stagiaire m'aide beaucoup aussi, donc on fonctionne à 2. Et puis les joueurs arrivent au compte-gouttes, chaque équipe arrive petit à petit dans la matinée, je vois ce que j'ai à voir en soins et je dois en même temps faire les petits soins, les straps quotidiens, les K-tape, les massages de récup et tout ça. Donc la journée de 8h30, la matinée de 8h30 à 13h, elle est hardcore. Elle est vraiment hardcore, surtout quand mon autre collègue qui lui fait la réathlée, il s'en va, il va sur le terrain. Moi je me retrouve seul ou avec le stagiaire et là c'est vraiment une marée de joueurs qui viennent nous voir. Donc on a mal au pouce. Je te raconte pas, tout à l'heure il me parlait de son canal carpien. Moi c'est les éminences ténards qui prennent à fond, mais c'est dur, faut le dire, c'est dur, surtout que c'est pas les cuisses de Mélanie 8 ans qui voilà, tu vois, c'est Jordan qui en a 20 et qui a des cuisseaux plus grands que mon corps. Donc ça c'est une réalité aussi.
Et donc à 13h, je vais manger toujours au club. Mes matinées, elles peuvent être différentes. Des fois, je suis même amené à être sur le terrain, sur le synthétique, et on fait reprise ballon, reprise de course. Je veux voir ce qu'il donne en sprint. Après une lésion des ischio-jambiers, je vais travailler dans le bac à sable pour travailler les appuis, sur la côte pour faire de la décélération pour les ischio-jambiers. Donc le travail, il est hyper complet, il est toujours différent. Chaque matinée ne se ressemble vraiment pas, et ça, c'est super. À 14h, j'attaque au cabinet. Je vois une dizaine de patients sur l'après-midi. Je prends en charge que des sportifs au cabinet. J'ai la chance d'être dans un cabinet du sport, et je recherchais ça en banlieue parisienne. Donc là, je retrouve en ce moment, j'ai un peu de tout. J'ai une rugbyman, j'ai une boxeuse, j'ai un footballeur. J'ai vraiment de tout en pathologie là-bas. Et c'est une autre approche. Je suis plus posé, je suis dans le calme, je prends plus le temps de discuter avec mon patient. On est vraiment sur une prestation. Je trouve que c'est important de différer sur les deux, parce que du coup ma prise en charge n'est pas la même, et que je pense que je suis peut-être en prenant plus le temps, je suis aussi plus précis peut-être pour la personne que j'ai en face de moi. On fait du rendement au foot, et on a une belle équipe, on a beaucoup de gars, il faut y aller, il faut répondre aux exigences des coachs, il faut que le gars il soit opérationnel le week-end, c'est pas le même boulot. Et voilà, et puis je finis mes journées sur les coups de 18h30. Je me refuse de finir après des 19h, je l'ai fait quand j'étais sur Amiens, finir à des 21h, 22h, c'est pas du tout une vie qui m'intéresse. Et je vais au sport le soir, je fais du triathlon, je suis triathlète, et donc je vais à côté de chez moi à l'US Créteil retrouver les gars du triathlon, et puis le soir j'ai course à pied, vélo, natation, où je travaille en salle, je retourne au club travailler en salle aussi, j'aime beaucoup ça. Et puis voilà, je retourne chez moi sur les coups de 20h. Top. Et alors ta semaine, au final, t'as des jours off, et le week-end, vos matchs, c'est plutôt samedi ou dimanche? Alors j'ai pas de jour off dans la semaine, j'ai toujours je travaille toujours le matin et l'après-midi. Par contre, je suis pas amené à être forcément sur les terrains le week-end, parce que mon contrat ne stipule pas que je dois faire les matchs le week-end. Donc je suis pas rémunéré pour faire les matchs. Chaque club fonctionne un peu différemment. Des fois ils veulent un kiné à tout prix les week-ends. Des fois ils en veulent pas. Là je pense que c'est plus d'ordre financier cette question-là. Et donc du coup je suis pas forcément invité à être sur les terrains le week-end. J'y vais quand même, et je le fais au moins une fois dans le mois, parce que je pense que on peut pas prétendre à être kiné du sport si on voit pas ses gars jouer. Je trouve que c'est une aberration, et des fois quand j'ai loupé 3 semaines de match, je le ressens. Je le ressens. Attends, t'as couru tant, mais t'as changé de poste. Mais attends, mais lui il s'est blessé là-bas. Mais je pensais que c'était à l'entraînement et tout. Et je pense que quand on fait ce boulot-là, on est amoureux du sport qu'on encadre. Et donc je pense qu'on est amené forcément à être sur le bord du terrain. Et donc les week-ends, c'est avec plaisir des fois que je viens avec mes équipes. Et c'est une toute autre réalité. Je pense que la traumatologie du sport, quand tu la vois et quand tu la vois pas forcément après en vidéo, c'est pas la même chose. Que t'aies à faire un Ottawa en bord terrain, que t'aies à faire du testing et tout ça. Et ensuite envoyer ton message au doc et dire je pense qu'il a déjà ça, ton métier il prend tout son sens, c'est génial, enfin c'est incroyable d'être le premier gars. Alors je suis en train de dire que les blessures c'est génial, non, mais je trouve que c'est juste top d'être au cœur de l'action, et de voir vraiment le geste lésionnel, c'est top quoi. Donc voilà. Ah, c'est le feu. Et est-ce que tu as des mentors et des gens qui t'inspirent? Ouais, j'en ai, que ce soit dans la kiné, on a parlé de voyage, donc dans le voyage aussi, et même dans la vie de tous les jours. Moi, j'ai cette proactivité-là et cet amour pour mon métier, des choses que je crée, tout ça, je pense avant tout grâce à mes parents. Et mon père m'a notamment appris naturellement cette rigueur de travail. Je suis un fou de boulot, j'aime beaucoup ça. Vraiment, j'aime travailler le soir. Je suis sur mon ordinateur, je ponds des trucs, je fais des trucs, et ça, je sais que ça vient de lui. Donc, je pense que la première personne qui m'inspire, ce serait peut-être mon père. Et j'ai beaucoup même encore à apprendre de lui, surtout sur son humilité, je pense. Donc, ce serait peut-être la première personne qui m'inspire. Ensuite, il y a un grand monsieur qui m'inspire beaucoup. J'en ai parlé au début de ce podcast, mais j'ai eu la chance de le rencontrer une fois et de discuter avec lui. C'est Mike Horn, qui est un explorateur depuis maintenant une trentaine d'années, qui est suisse, qui est un gars de chez toi. Et je crois qu'il est dans le Grison, c'est ça? On dit les Grisons? Ouais, alors je sais pas. Je crois non, ok, d'accord. Non, pardon. Canton de Vaud ou dans le Valais? Je crois qu'il est Non, t'as raison. Il est du canton de Vaud, ouais.
Ouais. Et il m'inspire beaucoup parce que ce gars-là, il a jamais voulu être célèbre. Et je trouve ça génial. Il a jamais voulu et prétendu à dire qu'il faisait un truc meilleur que les autres. Il s'est juste dit, moi, je veux aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline. Et ça, je trouve ça génial. Et en le faisant, il en a inspiré des milliers. Et alors du coup, des fois, je comprends pas trop ce qu'il fait. Il va te sur un Dakar, puis ensuite il va traverser l'Antarctique et il va parler d'écologie. Je comprends rien. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent derrière tout ça. Ouais. Mais le côté de Mike Horn à t'expliquer la vie, comment elle est réellement et le goût pour Ouais. l'aventure, moi, ça me passionne. Et il fait des choses que moi jamais je ferais. Je suis Ouais. un Ah, trouillard. c'est sûr. Je me suis Ouais. jamais mis en danger dans mes voyages. Et lui, il a pas peur. Lui, il te parle d'un truc comme s'il était allé chercher son journal à la boîte aux C'est lettres. clair. Et c'est un grand malade. Et je pense que c'est très égoïste ce qu'il fait parce qu'il met vraiment de la pression sur tous ses proches et Ouais, ses ouais. filles. Je pense elles ont dû en voir des Ouais. vertes et des pas mûres. Mais moi, c'est Ouais. quelqu'un qui m'inspire beaucoup et parce que je pense que je serai jamais comme ça. Donc ouais, c'est beaucoup d'inspiration. Et il y a un collègue qui m'inspire aussi beaucoup et qui m'a permis aussi d'être dans le football parce que c'est lui qui m'a mis un peu un coup de pied au cul. Il s'appelle François Ducourant, il travaille à l'AS Monaco, il est réathlétiseur à l'AS Monaco, il est passé par l'Estac avant, il a été formateur pour Arnaud Bruchard en kinésport. Et j'arrêtais pas de dire quand lui il passait les échelons, de travailler en Ligue 2, puis en Ligue 1, puis chez Kinésport et tout ça, j'arrêtais pas de lui dire c'est trop stylé ce que tu fais, c'est trop stylé ce que tu fais. Il m'a dit mais arrête de me dire que c'est trop stylé, fais-le. Postule. Ouais. Essaye de postule, fais un truc et tu vas voir que c'est possible aussi. Et je me suis dit ah putain il a pas tort. Lui il dit que c'est trop stylé mes voyages, mais moi quand je voyage je trouve pas que c'est trop stylé. J'ai juste l'impression que je suis juste un petit gars qui va se perdre à l'autre bout de la planète et c'est sympa. Et donc du coup je me suis dit bon allez, il a raison, je tente d'y aller et je vais voir ce que ça donne. Et je ne serais jamais allé aussi loin dans le sport de haut niveau sans cette espèce d'orgueil qui m'a poussé à le faire. Et cet orgueil, elle vient aussi un peu de lui parce que je pense que je l'admire beaucoup ce mec et je pense que parfois je suis aussi un peu jaloux et que bah voilà, je pense que je suis bien moins un bon thérapeute que lui parce que lui il est vraiment passionné par son métier et par le sport. Moi je pense que je fais aussi beaucoup trop des fois dans la communication, dans les réseaux sociaux et tout ça et je pense que c'est pas forcément ceux qui sont sur les réseaux sociaux les meilleurs, je tiens vraiment à le dire. Et donc j'ai beaucoup d'inspiration pour ce gars, vraiment. Ah, top. Et est-ce que tu as des livres alors sur lesquels tu replonges ou qui t'ont marqué? Moi, j'ai énormément appris, en fait, grâce à tout ce qui va toucher mon métier sans en être une vraie matière. Je suis passionné par la nutrition, j'adore ça et surtout par la micronutrition. Et il y a un bouquin qu'on m'a conseillé un jour en kinésport qui s'appelle La performance sur mesure de Olivier Bourquin, qui m'a énormément ouvert les yeux sur la micronutrition du sport. Et maintenant, il n'y a pas une séance, que ce soit en libéral ou avec mes joueurs de foot, où je ne parle pas de nutrition. Ça peut toucher comment bien dormir grâce à la mélatonine, comment bien récupérer grâce à certains oméga 3, à certains lipides, à certains oligo-éléments et tout ça était hyper important pour moi de le mettre dans ma caisse à outils. Et la performance sur mesure de ce gars, de Olivier Bourquin, ça a été une vraie révélation pour moi, vraiment. Ensuite, je suis très fan du travail de mon collègue. Alors c'est un peu de la pub, mais j'adore ce qu'il a fait. Je suis aussi très fan de lui. De mon collègue qui est préparateur physique au Paris Football Club chez les féminines. Il s'appelle Maxence Piolet. Il a coécrit un livre qui s'appelle la préparation physique pour les footballeuses. C'est une mine d'or d'informations sur la femme et le sport. Et je pense, on est en retard complet, je trouve, par rapport à ce que font les Américains et les Canadiens. Mais en 2022, je pense que l'avenir des formations, en tout cas en tant que kiné du sport, et je pense même pour les préparateurs physiques, c'est celui de la femme. Et c'est parler de la femme dans le sport. Et je parle pas non seulement de comment on devrait mettre une séance en place quand elles ont leur menstruation. Je parle pas du tout de ça. Il y a un remaniement hormonal qui est constant. Je parle de plein de choses. Elles ont beaucoup plus de chances de se faire le ligament croisé. C'est des choses que je n'avais pas du tout comme connaissance. Et ce bouquin de Maxence Piolet, il m'a beaucoup aidé, surtout pour
pour le cabinet en fait en libéral parce que j'ai aussi de jeunes athlètes et j'ai des jeunes femmes qui pratiquent le foot et d'autres sports et en fait j'ai compris qu'en fait tu pouvais pas concevoir une séance de préparation physique ou quoi de la même façon entre une femme et un homme parce que la femme elle est capable de des fois beaucoup plus de choses à certains moments comme les jeunes sont dans leur cycle de testostérone beaucoup plus en capacité de te donner leur max à certains âges et ça je pense que c'est on parle de tu m'as demandé ce que c'était la performance au début de ce podcast c'est ça pour moi c'est les petits items qui vont faire la différence. Je pense que la kiné du sport est un petit item dans la récupération et dans la préparation. La préparation physique et athlétique est un petit item et tout autour de cette grande sphère qui est l'athlète. Et je pense que la micronutrition, je pense que la spécificité et dans le sport féminin, tout ça c'est des petits items qui garantissent la performance. Et il y a un autre bouquin qui m'a vraiment plu que j'ai lu au tout début de ma carrière. Qui s'appelle Être vivant, c'est un ostéopathe qui l'a écrit. C'est signé Jean-Pierre Guillaume. Alors là, ça n'a rien à voir avec le sport, mais Jean-Pierre Guillaume commence ce livre Être vivant, donc c'est un ostéopathe. Il commence ce bouquin en disant, en parlant en fait d'une séance qu'il avait avec son tuteur de stage, c'est chez un jeune IMC. Et son tuteur de stage lui a dit, tiens, prends-lui les pieds, ressens les choses, prends ses mains, ressens les choses. Et il a dit, punaise, à ce moment-là, je ne ressentais rien. Et j'avais l'impression de ne rien faire et de faire du vent. Et beaucoup trop de fois, et surtout au début de ma carrière, j'ai eu l'impression que je me suis dit, oh là là, mais là, je fais rien avec mon patient. Je ressens rien. Lui ne me donne rien et je ne suis capable de rien. Est-ce que ma séance, elle vaut vraiment 16,13 €? Et voilà, beaucoup trop de fois, je me suis posé cette question. Et ce bouquin, Être vivant, il m'a concerté dans le fait que, gars, t'allais apprendre. Le mec qui a écrit ce bouquin, il a plus de 60 ans maintenant. Et je pense que on va encore tous les jours apprendre et tout. Et c'est ça l'expérience. Et donc, ça m'a rassuré. Beaucoup trop d'étudiants sortent de l'école en disant, mais putain, je sais rien. On sait des choses, mais maintenant, on va continuer d'apprendre. Et grâce à nos mains, et grâce à nos sensations, et grâce à la perception des choses. Et ce bouquin m'a beaucoup aidé aussi, C'est super intéressant. Et Pierre, alors s'il y a des gens qui veulent te contacter pour parler kiné du sport, pour parler rallye, pour parler foot ou voyage, par quel biais on peut le faire? Un petit peu de tout. Voilà, ou un petit peu de tout en même temps. Où c'est qu'on peut te contacter? Je suis très actif sur Instagram, kinéaste _. Je suis très actif aussi de plus en plus parce que c'est un réseau social auquel je m'étais pas du tout attardé au début, mais maintenant je trouve que c'est super parce qu'on peut faire des choses différentes. Sur TikTok aussi, je suis très présent. Je touche une autre sphère. C'est beaucoup plus des jeunes et des étudiants qui viennent me contacter. Et puis j'insiste, le cœur de mon travail réside sur YouTube, même s'il est très peu vu. Et c'est là où vraiment je ponds des vidéos et je fais des longs formats sur ce que je fais et j'essaye de faire véhiculer ces aventures et à travers la série Kiné du Monde. Donc voilà, YouTube, Kinéaste, Instagram, Kinéaste et TikTok, Kinéaste. Vous pouvez me retrouver sur ces réseaux-là. Et si c'est pour faire des stages avec moi, si vous êtes étudiant ou quoi, je me ferai un plaisir de vous répondre uniquement sur LinkedIn, Pierre Poulain. Voilà. Ouais. Top. Feu. Pierre, merci beaucoup. Merci à toi pour ce temps de parole. C'était génial. On a abordé plein de choses passionnantes et qui ouvrent des portes sur plein d'autres choses. Donc c'est super. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. Salut, à très bientôt. Voilà. Merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalés autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous. Débriefez-le, que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu? En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau? N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer, je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.